Bonsoir à toutes, bonsoir à tous. Bienvenue dans cette nouvelle édition de Frontal. Voici quelques semaines, le 18 octobre 2025 précisément, le premier secrétaire de l'USFP, Driss Chgar, était reconduit pour un 4e mandat à la tête de l'USFP. Il est à la tête de son parti depuis 2012. Nabil Ben Abdallah est quant à lui réélu en 2022 pour lui aussi un 4e mandat de secrétaire général du PPS. Et au mouvement populaire, MP, le changement de patron est intervenu aussi en 2022, portant Mohamed Ouzine à la direction de sa formation après 36 ans de règne de Si Mohamed El-Ansar. Au Maroc, les partis sont connus pour ne pas trop changer leur cadre et pour opposer de véritables parcours de combattants à celles et ceux qui aspirent à y devenir influents, voire patrons. Et cette semaine, donc, coup de théâtre et coup de tonnerre aussi sur la scène politique marocaine. Le président du RNI et chef du gouvernement, Aziz Akhannouch, après avoir annoncé l'intention du parti de proroger les instances du RNI en perspective des élections estivales à venir, décide brusquement le lendemain de ne pas se représenter aux législatives et de renoncer à son poste à la tête du RNI. En dehors des fonctions de secrétaire général, premier secrétaire ou président, les élites des formations politiques doivent suivre et subir un long chemin avant de pouvoir accéder à des fonctions de direction ou d'encadrement. Et lors de cette émission de Frontal, nous essaierons de revenir sur ces deux réalités concernant les chefs et les élites des partis pour analyser dans quelle mesure la fonction politique est une carrière fondée sur le temps et appuyée d'abord et avant tout sur la loyauté au chef, ou si au contraire un vent de changement réel souffle sur le champ politique marocain. Avec nous pour en débattre, deux éminents connaisseurs de la scène politique marocaine et du champ social aussi. Khadija Drissi Geneti, bonsoir et merci d'avoir accepté notre invitation. Bonsoir Aziz, merci pour l'invitation. Marhaba, vous êtes spécialiste des relations publiques et communication stratégique. Merci à vous d'avoir accepté. Si Mohamed Abdi, bonsoir. Merci aussi d'avoir accepté notre invitation pour débattre de tout ça. Vous êtes un expert en politique publique et fin connaisseur de la scène politique nationale. Merci à vous deux. On y va. Et comme d'habitude, on va vous proposer un sujet préparé par la rédaction que nos invités commenteront juste après. Nous nous retrouverons aussitôt après. À tout de suite. Le Maroc vit au rythme d'élections législatives, régionales et locales régulières. Plus de 30 partis politiques y participent, même si seule une dizaine jouent un rôle réellement actif. Les coalitions se forment et se défont souvent selon des calculs arithmétiques, donnant l'impression d'un paysage politique figé, dominé par les mêmes figures. Mais cette perception mérite d'être nuancée. En réalité, au cours de la dernière décennie, la majorité des partis ont renouvelé leurs dirigeants ou leurs états-majors. À chaque scrutin, de nouveaux visages émergent au Parlement, dans les régions et au niveau communal. Par ailleurs, les jeunes investissent progressivement la sphère politique. Ils accèdent au bureau politique, dirigent des groupes parlementaires et siègent même dans les instances des deux chambres, contribuant peu à peu au retrait des figures historiques. Cette dynamique a entraîné une évolution du discours politique et des modes de gestion des partis. L'exemple du RNI avec l'arrivée d'Aziz Akhannouch en 2017 illustre cette transformation que l'on observe également au PAM, à l'Istiqlal ou au MP. D'autres partis, notamment à gauche, ont conservé leurs dirigeants tout en voyant émerger de nouveaux cadres et pratiques. Cependant, la participation des jeunes reste limitée, entre 2 et 5%, d'où la récente réforme de la loi sur les partis, facilitant leur création par les jeunes et les femmes. Peut-on alors parler d'un réel renouvellement des élites politiques? La question divise et constitue le cœur de ce débat sur Frontal. Retour plateau. Un commentaire rapide, Khadija Drissi Geneti. Un vrai sujet. Est-ce qu'aujourd'hui l'élite politique est renouvelée? Est-ce que le leadership partisan est renouvelé dans notre pays? Il n'y a pas, à mon avis, une seule question. Ce qui est clair, c'est qu'on ne peut pas apporter la même réponse, ou la même réponse ne s'applique pas sur tous les partis politiques. Il y en a qui se retrouvent toujours en train de tourner dans le même cercle de visages ou de personnes qu'on connaît. D'autres personnes cherchent leur modèle, d'autres partis cherchent leur modèle, à l'image du PAM, où on va aller d'un chef de parti vers une direction collégiale. D'autres encore ont vu émerger des personnes qui ont toujours été dans le cercle proche du leader. La question qui se pose, à mon sens, c'est comment le leadership est en train de changer. On passe d'un leadership incarné, un chef charismatique qui souvent a été le fondateur du parti et donc quelque part garant, mémoire de l'histoire de ce parti, vers des patrons de parti qui sont plus là pour gérer
les opérations de ce parti-là, garantir les équilibres et diriger une machine qui devient de plus en plus structurée, ça reste relatif, mais qui devient en tout cas de plus en plus structurée. Et c'est cette transition que nous avons besoin d'accélérer et de réussir. Et la démarrer il y a quand même plus de 2 décennies. Et donc, il est temps réellement, surtout avec tout le changement, les jeunes aujourd'hui qui sont en train de s'intéresser différemment à la politique, c'est le moment d'accélérer cette transition. Mohamed Abdi, vous vous retrouvez dans ce constat? Il est un peu sévère, le constat de Khadija Drissi Jeannati. Non, moi je pense plutôt que ce reportage, c'est l'expression même d'une exigence démocratique qui s'installe dans ce pays et qui est l'expression de ce Maroc qui vient, qui a envie d'autres pratiques en politique, qui a envie d'autres manières de voir les choses et d'inscrire cette dynamique que connaît le Maroc, à la fois sur le plan économique, politique, et on le voit bien, et les observateurs internationaux le disent. Et quand on pose cette question de renouvellement des élites, parce que aussi la modernité, l'innovation, le renouvellement passe par le changement des élites. Et moi je pense que c'est très important, et c'est l'expression même de ce qui se passe actuellement au Maroc. Khadija Drissi Jeannati, est-ce qu'on peut parler d'un leadership politique? Alors, si on revient, comme on dit habituellement, mieux c'était avant, bon, mieux c'était une autre politique, c'était un autre contexte, c'était d'autres choses. Mais est-ce qu'aujourd'hui, selon vous, depuis quelques années, maintenant, et on est à quelques mois des élections, est-ce qu'on peut parler de leadership politique partisan? Et comment vous le qualifieriez, enfin, comment vous qualifieriez ce qu'on a devant nous? Je ne suis pas particulièrement partisane du « avant c'était mieux ». Chaque période, chaque moment a ses particularités, a ses attentes aussi et a ses contraintes. Le leadership politique partisan, je pense qu'il existe. L'ensemble des partis politiques ont pu conserver ou avoir des structures. En général, c'est un bureau politique ou une commission centrale qui va diriger le parti et puis un visage. Une personne emblématique qui va porter ce parti, qui va le représenter. Donc, le leadership, il est là. Si on veut dire par le leadership, cette personne qui incarne le parti. Maintenant, de quel leadership on parle? Et justement, est-ce qu'on parle d'un leadership qui est capable de transmettre, qui est capable de préparer la relève, ou un leadership qui se concentre sur la gestion des affaires courantes et sur la préparation des échéances électorales sans penser à développer au sein des différents partis politiques une machine qui fait automatiquement émerger de manière régulière des nouvelles élites qui sont capables de prendre le flambeau par la suite. C'est cette deuxième question pour laquelle je pense qu'il y a un vrai bémol. Très peu de partis, pour ne pas dire aucun, j'ai envie de dire, n'a réussi. Le PJD, à un moment, avait pu instaurer cette machine on va dire, à propulser des futurs leaders. Mais quand on voit sur la scène politique, il n'y a pas de mécanisme clair dans les différents partis politiques. En entreprise, on parle d'un plan de carrière qui me permet, en intégrant une entreprise, de me projeter et de dire que sur un certain temps, aussi long soit-il, voilà comment je peux progresser au sein du parti. Aujourd'hui, ce n'est pas quelque chose qui est visible. On voit des personnes qui arrivent sur des partis politiques et qui arrivent très rapidement à être visibles, d'autres qui ont milité pendant des années et qui ont essayé d'évoluer au sein des instances, mais qui n'arrivent toujours pas à émerger et à arriver au devant, on va dire, le vrai leadership du parti. Et c'est cet appareil-là qui a besoin d'être actionné, d'être mis en place pour pouvoir parler d'un renouvellement réel de l'élite politique. Mohamed Abdi, quand on voit les partis politiques actuellement, enfin depuis une douzaine d'années, une quinzaine d'années, à part les 2 exceptions, les 3 dont je parlais en introduction, il y a quand même un changement de figure à la tête de ces partis. Est-ce que c'est suffisant pour impulser une véritable dynamique nouvelle et assurer une relève, comme le dit Khadija Drissi Jeannati, ou alors c'est des changements, c'est un casting, quoi? C'est Aziz, pour parler de renouvellement, il ne faut pas, moi je pense, de prendre le risque de comparer les partis politiques au plan de carrière des entreprises. On sait où cela amène. Moi je pense qu'il faut faire très attention à ce genre de comparaison. Pourquoi? Parce que tout simplement, dans une entreprise, au centre de la démarche et du plan d'action, il y a le profit. Et quand on est dans un parti politique, il y a l'intérêt général, l'intérêt en commun, il y a le renoncement à tout pour servir l'intérêt commun et le bien commun. Je pense que c'est très important. Et parce que cette idée-là qui s'est installée dans les années 90, voire 2000, et de mettre l'entreprise au cœur comme modèle de protection, a abouti
à l'affaiblissement de la classe politique. Moi, je pense qu'il faut... Un parti politique, c'est un outil de transformation, de changement. Quand on veut faire de la politique, c'est Aziz, il y a 2 conditions. Moi, je rajoutais un 3e. Il y a le courage et les convictions. Et je rajoute la passion du bien public, du bien en commun. Parce que c'est ça qui est au sujet. Dans l'exercice de mes fonctions, je sais ô combien la passion est le moteur. Je ne sais pas pourquoi ça vous a pas plu la notion de plan de carrière, parce que le plan de carrière d'une entreprise, c'est faire de l'argent et monter... Et le plan de carrière dans un parti politique, c'est rentrer dans un comité, dans un conseil national, dans une commission nationale, et puis peut-être être député, peut-être être ministre. Mais justement, le plan de carrière, c'est servir... Le plan de carrière, je le pense sincèrement, le plan de carrière dans un parti politique, c'est servir l'intérêt général. Et pour servir l'intérêt général, il faut être capable de faire les additions. Pour faire des additions et faire un rassemblement pour porter la dynamique d'un changement. On n'est pas dans un champ réduit. Et je pense que cette conception, je le sais, ce débat, il existe sur la scène politique, même ailleurs, mais on connaît aujourd'hui désormais les limites de cette discussion. Moi, je pense qu'on dit exactement la même chose, mais avec des mots différents et avec une façon de présenter qui est différente. Lorsque je parle d'un plan de carrière, le plan de carrière n'est pas péjoratif. Le profit que fait l'entreprise est fait aussi par un parti politique de manière différente. C'est un profit pécunier au plan de l'entreprise, mais pour un parti politique, le profit, c'est de pouvoir arriver à une certaine majorité, pouvoir implémenter son plan ou son projet de société, et on ne peut y arriver qu'en ayant des militants qui sont capables, qui connaissent, qui sont imprégnés de l'idéologie du parti, qui ont évolué dans ces instances, et qui, au bout d'un moment, arrivent à... Alors, excusez-moi, juste, arrivent au niveau de leadership qui leur permet justement d'être acteurs de ce changement. Mais imaginez avec moi une jeune qui est rentrée dans un parti politique il y a 20 ans ou 25 ans. Alors rappelons-nous, 2011, printemps arabe, énormément d'intérêt de beaucoup de jeunes pour les partis politiques, beaucoup d'inscriptions et d'encartage, j'ai envie de dire, au sein de partis politiques. Où est-ce qu'ils sont aujourd'hui? Pourquoi ils ont quitté? Lorsque vous arrivez dans un parti politique, vous acceptez de militer, vous êtes porté par une volonté de servir l'intérêt général, mais au bout d'un moment, vous devez être capable de le servir réellement. Ce n'est pas en restant confiné, on va dire, dans des fonctions simplement partisanes de militantisme que vous allez y arriver. Les partis même gagneraient à faire évoluer leurs cadres, leurs jeunes, et les entraîner, les coacher, les faire évoluer, monter en compétences. C'est un jargon d'entreprise, mais avec du recul, c'est un jargon de bon sens. Monter en compétences politiques et en pratique politique, c'est-à-dire être capable de mieux parler au Parlement, d'arriver à des instances pour pouvoir actionner ce projet social que porte chacun des partis politiques. Mais si nous continuons à gouverner, si chaque parti politique continue à gouverner avec la même élite qui s'essouffle naturellement, l'effet de l'âge, l'effet de l'usure du pouvoir aussi, je ne pense pas que c'est ainsi que n'importe quel parti de la scène peut arriver à implémenter son projet. Les partis politiques sont à l'image d'une société. Ça veut dire qu'il y a des vieux, des jeunes, il y a des riches. Et donc, ces gens-là se retrouvent parce qu'à la base, c'est les élections, comme on a vu à la télé, ce sujet très important. Et je pense que la thématique des élections au Maroc, elle devient la matrice principale de la dynamique nouvelle que connaît ce pays avec ses institutions démocratiques. Et c'est pourquoi moi je dis qu'il faut faire très attention à ce jour. On ne compare pas les choses. Parce que quand on est dans quand on est dans un parti politique, forcément on n'a pas de plan de carrière. On a juste l'envie de s'engager pour faire changer les choses. Un parti politique... On veut plan de carrière et mettre à la place ambition politique. Oui. Ah, d'accord. Mais les mots, ils ont un sens. Vous êtes d'accord avec ça? Oui. Ça, c'est bien. Déjà, on va avancer là-dessus. C'est de l'ambition politique. Et si on n'a pas d'ambition politique, l'ambition politique, c'est quoi? C'est appliquer ses idées, appliquer ses programmes, aider et donc œuvrer pour l'intérêt général, pour le bien commun. Je reviens à vous, Khadija Drissi-Janati. Donc, vous parliez tout à l'heure de leadership et de relève. J'en parlais en introduction, en intro, un coup de tonnerre sur la scène politique avec Aziz Akhannouch qui décide brutalement, alors que samedi, donc le premier jour du Conseil national, il disait nous allons proroger, nous allons faire, donc on se prépare pour les élections. Le lendemain, il change brutalement. Comment vous avez reçu cette nouvelle? Et dans la question aussi, est-ce que finalement, au RNI ou ailleurs, les réseaux sociaux qui existent n'imposent pas la jeunesse et peut-être imposent des départs, quelque part? Bon, avouons déjà que c'était, vous l'avez bien dit, un coup de tonnerre. C'est
presque, j'ai envie de dire, du jamais vu sur la scène politique au partisan national, où effectivement, premier jour du Congrès, on a un discours, second jour du Congrès, on a un discours du Conseil national, second jour, on a un discours qui est complètement opposé, et puis un chef qui décide et qui annonce qu'il se retirait du leadership du parti. Alors, bien sûr, c'était une surprise. Après, avec du recul, on peut faire deux lectures différentes, on va dire, de cette décision. On peut faire une lecture pragmatique, qui va dire que c'est un chef de parti qui... y a clairement une montée d'impopularité de son parti politique, qui a incarné quelque part ou qui a cristallisé un mécontentement. Donc on l'a vu à plusieurs reprises, mais le mouvement du Gen Z l'a encore mis plus en évidence, et tout ce qui en est suivi. Et puis, on a une constitution qui dit que le chef du gouvernement est traditionnellement le chef du parti qui arrive en tête des élections. Et en même temps, sur les 20 dernières années, on n'a pas vu de chef de gouvernement faire plus de 2 mandats. Donc pour moi, alors il est à son 2e mandat. Faire plus d'un mandat. Faire 2 mandats ou faire plus d'un mandat. Tout à fait. Et donc aujourd'hui, c'est un concours de circonstances qui peut nous laisser penser qu'il s'agit d'une décision sage, une décision, on va dire, mûre, logique, prise après mûre réflexion. Maintenant, la deuxième lecture, on va être plus dans la spéculation et dire, on lui a demandé de partir. Et là, je reprends un peu ce qui est en train de se dire dans les différents milieux. On ne pense pas aujourd'hui que Aziz Akhannouch est capable de encore diriger le RNI plus que ça, ou diriger le gouvernement plus que ça. Ma vraie inquiétude, on va dire, ou la vraie question qu'on va se poser, c'est que l'arrivée de Aziz Akhannouch à la tête du RNI n'était pas l'arrivée d'un homme à la tête d'un parti politique, c'était l'arrivée de tout un système, de tout un dispositif. Et donc il est arrivé avec ses équipes, avec sa façon de faire, avec ses moyens et aussi avec son bras médiatique. Et donc c'est réellement ce qui a fait une vraie transformation au sein du RNI et qui lui a permis de devenir cette machine électorale que ce parti n'a jamais pu être auparavant. Ça a toujours été un parti pour compléter un gouvernement, pour créer des équilibres et donc pas un parti qui gouverne. Grâce à ce dispositif-là, on va dire le dispositif Aziz Akhannouch, le RNI est devenu un parti qui fait des élections, qui finance ses élections, qui communique, qui fait des tournées gigantesques, 100 jours, 100 villes, et puis aussi qui est capable de gouverner. Est-ce que le départ de Aziz Akhannouch du leadership du parti, quelle incidence ça va avoir sur cette configuration-là? Et si, justement, avec son départ, toute la mécanique va disparaître, à quoi ressemblera cette majorité jusqu'à la fin jusqu'aux prochaines élections? Et puis, à quoi ressemblera aussi le parti post-Aziz Akhannouch? D'où l'expression coup de tonnerre ou séisme ou coup de théâtre. Coup de tonnerre, je pense que c'est plus exact. Alors, Mohamed Abdi, le RNI, parti iconoclaste. C'est le premier parti, Khadija Drissi, Janati en parlait, c'était un parti d'appoint jusqu'en 2021, c'était pratiquement un parti d'appoint. C'est le premier parti à avoir un entrepreneur de cette envergure à sa tête. C'est le premier parti aussi qui décide, et ça c'est très rare, de refaire ces instances en plein milieu d'un mandat qui est autoproclamé réussi, on verra dans les élections, mais pour les gens du RNI, tout va bien. Comment vous définirez ce parti et sa place au sein du champ politique marocain depuis justement 2021, comme le disait Khadija Drissi Janati? C'est vrai que moi j'observe de très près ce qui se passe depuis même l'arrivée à la tête du parti de M. Aziz Akhannouch. Et j'ai suivi de très près un petit peu le positionnement politique et idéologique de ce parti, qui tantôt voulait être un parti libéral, de l'autre côté il a cherché à être un parti social-démocrate. Je vous dis ça en regardant et en lisant la littérature. La social-démocratie, c'est ce qu'ils disent. Voilà, enfin, c'est tout un programme, la social-démocratie. Voilà, et tout ça explique un peu la faiblesse et la difficulté dans laquelle se trouvait. Moi, je pense sincèrement que ce parti a raté une occasion de devenir non pas un parti de gauche ou de droite, ni même un parti du centre, mais un parti central pour porter la dynamique économique, politique que connaît ce pays. On avait besoin d'une équipe et d'un parti capable d'inscrire et de mettre en mouvement
en mouvement ce qui se passe au Maroc. Vous avez parlé, Madame Ginetti, de leadership. Le leadership au Maroc, c'est celui de Sa Majesté le Roi, parce que tout ce qu'on voit aujourd'hui, cette dynamique économique, cette dynamique sociale, politique, elle est la volonté d'un seul homme. Et on le voit aujourd'hui avec la CAN, qui est une grande fête politique, et qui est l'expression de ce Maroc qui vient, et qui vient avec une force et avec une détermination pour faire les choses. Quand on sait que dans cette dynamique économique, il y a le mot inclusion, quand on sait que dans cette émancipation de la société, il y a la question de l'égalité homme-femme. Je dis ça pourquoi, c'est Aziz, parce que quand on parle de renouvellement des élites, le renouvellement, il ne passe pas par le changement des gens. Il passe par des choses essentielles en politique. Qui sont ? La jeunesse et les femmes. Parce qu'on peut dire ce qu'on veut. Si dans ce pays, les femmes ne retrouvent pas la place qu'ils méritent et la place qui leur revient dans la gestion, dans la gouvernance, dans la prise de décision de ce pays, rien n'avance. Parce que le combat pour l'égalité homme-femme, c'est la pointe avancée de tous les combats de la société. Et j'ai vu avec beaucoup d'attention hier la rentrée judiciaire au Maroc, avec un discours excellent du parquet, du ministère public, avec la force de modernité, l'envie de faire quelque chose. Il n'y avait pas de femmes, pratiquement pas de femmes. Alors nous savons que dans ce domaine, comme dans les autres domaines, nous avons des femmes de qualité, de grandes compétences. Et nous avons aussi une jeunesse qui bouge dans tous les niveaux. Et on a la démonstration aujourd'hui. C'est pourquoi quand on parle de cette histoire d'élite et tout ça, je pense qu'il faut poser des conditions parce que le changement, il passe par la question des femmes, Madame Ginetti, et par la présence des jeunes dans tous les lieux de décision et de gouvernance. Je ne peux qu'être d'accord avec vous. Justement, c'est pour ça que je n'allais pas vous demander de rebondir, parce que je connais votre opinion sur le sujet. Vous ne pouvez qu'être d'accord. Petite précision, nous sommes en octobre 99 de mémoire, donc fin de l'année 99. Sa Majesté vient d'être intronisée, et un discours où il disait sur un long paragraphe, il expliquait qu'on ne peut pas développer un pays en ostracisant et en marginalisant la moitié de sa population. Le reste, c'est la société, c'est l'évolution de la société, mais on va parler des femmes maintenant. C'est pas le sujet. Donc je reste avec vous, Khadija Idrissi Ginetti, et on revient sur cette question. Il en a parlé il y a un instant. On constate que la jeunesse n'est pas véritablement, comme ça a été dit dans le sujet, c'est entre 2 et 5% de la jeunesse qui appartient à des partis, qui adhèrent à des partis politiques. Pourquoi, d'après vous, notre jeunesse est plus engagée dans l'action numérique ou là dans l'action associative plutôt que dans l'action politique, sachant que c'était la question que je vous ai posée il y a un instant aussi, sachant qu'ils peuvent imprimer un changement, il y a des partis qui commencent à le faire maintenant, commencer à imprimer un changement à l'intérieur des partis par un activisme numérique. Donc pourquoi être sur le numérique ? Pourquoi être dans l'associatif ? Et pourquoi ne pas être dans la politique ? Les jeunes. Bien sûr, les jeunes filles comme les femmes aussi, bien entendu. Alors, j'ai eu l'occasion de répondre à peu près à la même question il y a quelques mois, ici même, pendant le mouvement des Gen Z. Parce qu'on se posait aussi la même question. Et d'ailleurs, c'était extraordinaire comment, pendant ce moment-là, on a vu une réaction incroyable des médias qui ont ouvert leur plateau à des jeunes qui sont venus animer, participer. Tout le monde était étonné de la qualité des interventions de ces jeunes. On a vu des 18, 19, 20, 21 ans qui, contrairement à ce qu'on pouvait imaginer, avaient des idées bien structurées, un langage bien rodé, mais ils parlaient un langage complètement différent et un discours qui était complètement différent du langage qui est parlé par les partis politiques et par l'élite politique. Donc, il y a un manque de reconnaissance déjà. On n'arrive pas à se reconnaître. Les jeunes n'arrivent pas à se reconnaître dans ce que représentent aujourd'hui les partis politiques, dans le discours, dans les idées qui sont promues et portées par les partis politiques. 2, il y a, qu'on le veuille ou pas, une image de manque de, on va dire, l'évolution au sein des partis politiques n'est pas basée sur la méritocratie. Elle est basée sur d'autres critères, cooptation ou autres, mais l'idée générale est que l'évolution au sein d'un parti politique n'est pas basée sur la méritocratie. Or, nous sommes plus que jamais face à une jeunesse qui refuse de s'inscrire dans ces schémas-là, dans les schémas de cooptation. 3e point très important, c'est on est dans un monde qui
croit en l'instantanéité de tout. Et donc, cette jeunesse, qu'on le veuille ou pas, est née avec Internet, est née avec les réseaux sociaux. Donc, la gratification instantanée est importante. La patience, c'est une génération qui n'a pas autant de patience que les générations précédentes parce qu'elle est née dans un contexte qui est différent. Un parti politique ne permet pas cette gratification, cette reconnaissance instantanée. Le numérique la permet. L'action associative la permet aussi parce qu'il suffit qu'on lance une action sur le terrain, qu'au bout de quelques jours, quelques semaines, on peut commencer à voir son impact. Et donc ces jeunes, je parle de celles et ceux qui sont là motivés plus par une volonté de bien public, de contribuer à quelque chose, à une cause qui est plus importante que leur personne, voient l'impact de leurs actions sur le numérique ou dans le cadre d'actions associatives beaucoup plus simple. On voit tous les jours des initiatives de collecte de dons dans différents domaines, santé, on va parler d'écologie ou autre, et donc des jeunes qui se mettent ensemble, qui lancent des initiatives et qui arrivent à les mettre en œuvre, et donc ils sentent qu'aujourd'hui ils apportent une valeur ajoutée, ils créent de l'impact, chose qui n'est pas présente au sein des partis politiques. Et puis clairement, mon dernier point, c'est que ces partis politiques n'ont pas ouvert de canaux. On l'avait dit, je le redis encore, parce que depuis le début de la Gen Z à aujourd'hui, absolument rien n'a changé. Il y a eu un pic de quelques jours où on parlait beaucoup et puis tout le monde a promis non, on va voir les jeunes. Mais voyons juste la loi la loi sur les élections où on a dit tous les jeunes, oui, on invite les jeunes à se présenter. Et puis quand on est arrivé au texte de loi, tellement de freins, tellement de contraintes qui sont en train d'être mises en place pour dire que finalement, alors, j'ai répondu à votre question en disant voilà, à mon sens, pourquoi les jeunes n'y vont pas, mais à mon sens, il manque une vraie volonté politique incarnée par les différentes, on va dire, parties prenantes du système pour dire qu'on a décidé que les jeunes devraient s'intéresser à la politique, on va leur mettre les mécanismes, comme vous avez dit, pour qu'ils puissent intégrer, on comprend les canaux de communication et on va leur parler à travers leurs canaux de communication. Je vais vous donner 3 noms de personnes, de jeunes, qui sont arrivés à être connus, à s'imposer dans leur parti et qui sont entrés dans les partis récemment. La jeunesse est une notion très variable. Mais vous avez Hassan Saidi, au RNI, qui est secrétaire d'État. Vous avez Njoua Koko, Sopam, qui est patronne du Conseil national. Vous avez Zakaria Gerti, au parti de l'Istiqlal. D'accord, ce sont des gens qui sont arrivés et qui, par leur action et par la force de leur action et leur présence aussi numérique, sont arrivés à s'imposer au sein de ce parti. D'où la question à vous, Mohamed Abdi. Allez, elle est un peu provocante cette question, je sens que je vais me faire engueuler. L'écrasante majorité des jeunes, on a l'impression, moi personnellement qui ne suis pas jeune, qui sont plus dans la contestation que dans l'action. C'est-à-dire que quoi qu'il ait fait, nous voulons... C'est comme quand on regarde un match de foot. Mais pas celui-là, pourquoi tu n'as pas fait ça, pourquoi tu n'as pas fait ça. Les jeunes, j'ai l'impression qu'ils sont un peu là-dedans, que voilà, il y a une forme, pas de nihilisme, mais une forme de perplexité ou de scepticisme par rapport à l'action politique. Est-ce que c'est dû à l'effet mode, ou là c'est dû à l'effet réseaux sociaux, ou là c'est leurs idées qui sont décalées par rapport à leur été? Comment vous voyez ça? Parce que vous non plus, vous n'êtes pas jeune. Oui, tout à fait. Et la jeunesse, elle est à l'image de ce que nous sommes tous, elle est à l'image de la société dans laquelle nous vivons. Il n'y a pas des jeunesses qui arrivent d'ailleurs et de notre planète. C'est la jeunesse marocaine, donc elle nous ressemble sur beaucoup de choses. Et si aujourd'hui, elle est beaucoup plus à même d'utiliser la dénonciation dans l'action et dans les... C'est que, et moi je le sais, c'est qu'elle est à l'image de cette société, en tous les cas des observateurs publics et des responsables politiques qui privilégient la dénonciation à l'explication et à la proposition. Moi je sais, l'histoire nous a enseigné que dénoncer, ce n'est pas expliquer, que dénoncer, ce n'est pas proposer, que dénoncer n'a jamais été un programme politique. Parce que, moi je me rappelle, très jeune militant, qu'un grand homme politique me disait, quand on s'engage en politique, il ne faut jamais vendre la misère aux gens. Parce qu'en politique, il faut expliquer l'avenir, il faut tracer des chemins. Non, ce n'est pas du populisme, c'est travailler. Parce que non, vendre la misère aux gens, ça s'appelle du populisme. Oui, ça peut être du populisme. Et moi, je pense que c'est ça qui nous manque aujourd'hui. Il y a une confusion, et certains discours et d'explications, notamment teintés par cette nouvelle vague d'explications de la société et tout ça, elle a poussé les gens vers cette pratique-là. Quand il y avait la génération Z, les actions, moi, j'ai été dans des réunions où il y avait beaucoup de jeunes. J'étais surpris
par la maturité, la pertinence des explications. Je les ai rencontrés dans plusieurs partis. J'ai moi-même assisté dans certains quartiers à l'époque de ça. Et c'était une belle jeunesse qui posait des vraies questions avec un positionnement très pertinent. C'est pourquoi la question qui m'est posée, et je pense que la thématique de cette émission, elle est très importante, parce que la nécessité de changer les élites, elle s'impose à nous. Pour une raison simple, c'est Aziz, parce que la dynamique économique que connaît ce pays va nous imposer une nouvelle logique dans l'action, dans la pensée, dans l'engagement, et on est tous concernés, pas que les partis politiques, nos institutions, les partis politiques, mais chaque citoyen, en fonction de ce qu'il est, là où il se trouve, et dans le cadre de la fonction de sa compétence ou de la compétence de sa fonction. Parce que nous sommes obligés d'être capables de porter cette dynamique. Je vous donne un exemple, que je vois la jeunesse marocaine, comment elle se comporte avec les équipements sportifs. Elle les considère comme chefs-d'œuvre, comme un patrimoine culturel très important. J'ai été au stade et j'ai vu avec cette manière. Quand on fait la politique... Les équipements sportifs, les équipements de transport aussi, tram, bus... Voilà, un grand penseur disait que la politique, c'est dire les choses qu'on voit. Et ce qu'on voit actuellement, et depuis quelque temps déjà au Maroc, parce qu'il y a un mouvement, il y a une mise en mouvement de la société marocaine et du Maroc, et c'est très important, il va falloir porter ça. Pourquoi ? Parce que dont on a besoin, vous le dites, c'est la thématique du sujet, le changement des élites, mais aussi trouver une nouvelle manière, une nouvelle forme d'organisation politique et collective pour mener l'action politique. Et c'est ça la panne dans laquelle on se trouve aujourd'hui. Et moi, je pense que cette dynamique, elle passe essentiellement et nécessairement par les femmes et par la jeunesse. Khadija Dressi-Janati. Je ne peux pas ne pas, Rapide commentaire pour je ne peux pas ne pas revenir à ce que vous avez dit justement, parce que d'abord vous avez évoqué des noms qui sont des amis, mais je veux juste préciser que quand vous parlez de Zakaria et de Najwa qui sont des amis, je voudrais juste rappeler que ces deux personnes-là ont fait leur introduction à la politique avant le printemps arabe ou pendant le printemps arabe. Ça fait déjà 15 ans. Donc, et puis, ça dépend aussi de quelle jeunesse on parle. Est-ce qu'on est encore est-ce que les jeunes pour nous, c'est les 18-25 ans, ou les jeunes pour nous, c'est des personnes qui ont 20 ans de carrière politique derrière elles, et qui sont aujourd'hui à peine en train de se positionner dans les cercles de décision. Et mon dernier point est aussi... Tant qu'on est encore en train de citer quelques noms, c'est qu'on est toujours dans les exceptions. Et donc, tant qu'on est encore dans les exceptions, on ne peut pas parler d'un mouvement, d'un changement qui est déjà installé. Il y a des tentatives, il y a des petites têtes qui apparaissent dans son temps. Quel est le prix qui a été payé ? Quelle est la conjoncture dans laquelle ces personnes ont pu émerger ? Et est-ce que si on était dans un système qui était beaucoup plus promoteur des jeunes, ils n'auraient pas apparu il y a longtemps. Est-ce qu'ils auraient attendu 20 ans pour pouvoir être visibles ? Alors, Mohamed Abdi disait la politique, citant un grand personnage dont il n'a pas donné le nom, la politique, c'est ce qu'on voit. Alors, qu'est-ce qu'on voit ? On voit des jeunes qui n'adhèrent pas à l'opération politique, de la même manière, avec les mêmes conséquences, les mêmes résultats que la population quand elle ne va pas voter. Quand on ne va pas voter, eh ben on subit. Si les jeunes ne rentrent pas dans les partis politiques, ils vont les subir. Si les jeunes entrent et adhèrent dans les partis politiques, ils les changeront. Donc c'est la poule ou l'œuf. Et c'est là le problème que nous avons. Quand vous dites ça, Mohamed Labdi, nous allons un changement de logique. Tant qu'il n'y a pas d'adhésion des jeunes dans la politique, en créant leur parti, c'est compliqué, même si la loi a changé. En allant aux élections, c'est compliqué, même si la loi a changé. Est-ce que vous ne pensez pas qu'il y a aussi une part de responsabilité des jeunes qui restent dans leur coin, ou devant leur console, ou entre amis, et qui n'interviennent pas ? Quand on voit des partis, par exemple, comme le PJD, ou si Abdelhamid Kennessi, Saadine Atoumani, ont alterné depuis 20 ans, est-ce qu'on peut reprocher ça à ce parti ? Ou alors c'est de la démocratie interne ? S'il y avait une autre frange de personnes qui étaient venues, peut-être qu'ils auraient trouvé quelqu'un d'autre. Qu'est-ce que vous en pensez ? Rapidement, j'ai une question sur ça, justement. Il y a plusieurs questions dans la question. La première partie dans laquelle on parle, c'était plus par rapport à la poule ou l'œuf. Oui. Moi, je pense que tant qu'on reste dans cette réflexion de dire pourquoi les jeunes ne font pas, ils devraient faire, on ne va pas y arriver. Par contre, si le système prend le sujet à bras-le-corps et décide qu'on est tous one team, jeunes ou pas jeunes, partis politiques ou personnes qui pratiquent la politique autrement,
Parce que quand je n'adhère pas à un parti politique, ça ne veut pas dire que je ne fais pas de la politique. La protestation, dont vous avez parlé tout à l'heure, est une forme d'expression politique. Pour moi, d'ailleurs, c'est le premier pas vers l'engagement politique. C'est quand déjà je commence à observer, analyser, me faire mon opinion et l'exprimer. Et donc, je ne mets pas ces jeunes qui protestent. Pour moi, ils pratiquent. C'est des jeunes qui pratiquent l'action politique de façon différente. Donc, prenons le sujet avec beaucoup de recul et disons que c'est un sujet de société. Qu'est-ce qu'on peut faire pour amener ces jeunes à adhérer à l'action politique? Vous savez, il y a des réponses qui sont très basiques. Permettez à tous les jeunes de voter avec leur carte nationale. Ça fait, là déjà, on va dépasser un frein qui est aller s'inscrire sur les listes électorales avec toutes les contraintes. Vous avez 17 millions de personnes qui sont inscrites sur les listes électorales. Enfin, 16,5 maintenant. Oui. Donc, entre 2021, nous avons perdu 500 000. Oui. Pourquoi ils ne vont pas voter? Vous avez 50%. Sur 17 millions en 2021, vous en avez 8,5 qui ont été votés. Oui, mais justement, c'est une très bonne question. C'est-à-dire aujourd'hui, ils ont fait l'effort de s'inscrire, mais ils ne sont pas partis. Pourquoi? Et c'est là où on parle de crédibilité, de projet de société porté par ces partis politiques. Est-ce qu'ils leur parlent ou pas? Oui. Madame Ginetti, il ne faut pas esquiver les vraies Madame questions. Drissi-Ginetti. Madame Drissi-Ginetti. Il ne faut pas esquiver les vraies questions. Parce que si vous voulez mobiliser la jeunesse, sachant qu'il y a plusieurs jeunesses. Il y a la jeunesse qui n'a rien, la jeunesse qui n'a ni travail, ni emploi, ni NIT. Il y a la jeunesse qui se bat tous les jours pour réussir ses études et dans des conditions qu'on connaît tous. Et puis, il y a une jeunesse qui vit dans un confort absolu. Et donc, si on veut parler de la jeunesse, il faut poser d'abord des actes politiques très forts. Je vous donne un exemple. Si le gouvernement de ce pays pose la question d'une allocation jeunesse pour ceux qui n'ont pas, la thématique est posée dans beaucoup de pays. Parce que ça va mobiliser, ça va intéresser. On crée les conditions d'un débat autour de quelque chose de concret. Si on commence à chaque fois, à chaque occasion, à la veille de chaque élection, leur dire il faut s'inscrire, il faut faire ça, mais à un moment donné, il faut poser des actes. Si on pose la question d'une couverture médicale jeunesse gratuite. C'est une proposition, je le fais, je sais la chiffrer, je connais le coût, mais je sais la portée politique et symbolique de ça. Et si je pose d'autres questions, au niveau, par exemple, d'interdire tous les jeunes, soit il doit être en activité ou à l'école ou dans un emploi. C'est un acte politique que je pose au travers d'une loi que je peux discuter. Vous savez, moi je me rappelle très bien quand je parlais avec mes collègues dans la fonction publique à l'époque, et quand on parlait de la question de revenu minimum, de dignité, tous me disaient que c'était pratiquement impossible et qu'on ne pouvait pas le faire au Maroc. Et comme ça, on l'a fait. C'est un début. On a créé quelque chose de très important, M. Aziz Bousta, parce qu'on a mis en place un indicateur qui génère un droit. Bien sûr, on peut penser que c'est insuffisant, mais un indicateur qui génère un droit d'une manière automatique, vous allez sur un site, vous remplissez et vous avez un droit. Et c'est très important, c'est magique, c'est très important parce qu'il faut savoir lire les choses pour pouvoir tracer des perspectives et non pas se fermer dans la dénonciation et dans Ifoko, Iyaka. On a besoin d'actes politiques. C'est pourquoi ce qui s'est passé le week-end dernier avec l'annonce de monsieur le chef du gouvernement, c'est un acte politique très fort. Ses causes et pourquoi et comment, moi ça ne m'intéresse pas. C'est cette lecture que je fais parce que je sais qu'elle va imposer une logique. Et cette logique, elle va s'imposer aux partis politiques, tous. Ils vont s'imposer parce que c'est comme ça, la politique, c'est comme une vague en profondeur. Il faut observer les ressorts qui font bouger la chose. Et c'est pourquoi moi je reste très confiant et vraiment avec plein d'espoir. Parce que ce Maroc qui vient, je le vois à tous les niveaux, dans tous les secteurs et au niveau de toutes les couches de la société. Alors il y a aussi une autre méthode, c'est bien ce que vous dites tous les deux d'ailleurs sur les propositions. Il y a une autre question qui peut aussi être un peu provocante, c'est quand on voit les partis politiques, ils ont tous pratiquement, enfin les 8, 9, 10 partis politiques qui sont les plus visibles sur les 35 ou les 40 Lékénines, ils ont tous des organisations de jeunes et de jeunesse. On les forme, on les encadre, on les distrait s'il le faut, on les implique, on fait un tas de choses. Mais finalement, ça ne sert pas à grand-chose. Pourquoi ne pas penser à une solution, une idée, qui est que, parmi les solutions que vous proposez, qui est que les législatives devraient être au sein des partis qui donnent les investitures, réservées à des gens avec un peu plus d'expérience que des jeunes qui, eux, devraient se faire les dents ou se faire leur expérience sur le terrain, c'est-à-dire dans les communes, dans le territoire, le local, la région.
c'est là où on apprend de la politique et c'est là où les gens peuvent être valorisés eux-mêmes, les jeunes, en réglant les problèmes de leur quartier et en voyant ce que c'est que la chose politique, en réglant les choses de leur ville et en voyant ce que c'est que la chose politique. Est-ce que vous ne pensez pas que ces communes, bien entendu, ils seraient élus communaux avec l'encadrement de leurs aînés au sein des partis et bien entendu à l'administration territoriale qui est là aussi pour veiller. Est-ce que vous ne pensez pas que c'est quelque chose qui puisse drainer et attirer les jeunes vers l'opération politique, Khadija Dessi Jensi? Mais bien sûr, ce serait excellent qu'on puisse faire ça. Mais ce que vous décrivez, Aziz Bousta, c'est le monde des bisounours. C'est-à-dire un espace où on a les jeunes qui vont faire les communales et qui sont encadrés par leurs aînés et où on est dans une dynamique d'apprentissage et de coaching. Honnêtement, est-ce qu'on est Madame, dans cette logique aujourd'hui? j'ai personnellement vu ça à Marrakech il y a 30 ans. J'ai personnellement vu ça. Je veux bien, mais c'était encadré et c'était justement. Mais encore une fois, lorsqu'on parle d'un cas, c'est que c'est une exception. On ne peut pas. Ça veut dire que c'est possible. On ne peut pas. Je suis tout à fait d'accord. Mais et là, je reviens à ce que vous disiez. On a besoin juste d'une vraie volonté politique accompagnée d'actes réels et de décisions. C'est tout ce qu'il faut. Mais... Alors, vous parlez, vous parlez des bisounours, vous dites théorie. C'est de la théorie ce que vous dites. Pas du tout. Une décision politique, c'est de la théorie. Très bien, très bien. Nous parlions tout à l'heure de le fait de s'inscrire dans les listes électorales et d'aller voter, et on n'y arrive toujours pas, et on essaie de le faire, on n'y arrive pas. J'ai envie de faire un parallèle, je prends un peu de risque sur ce parallèle-là, mais je vais le faire quand même. Rappelons-nous le lancement de l'opération de, alors comment on appelle ça, Djnid l'Ijbari. La conscription obligatoire. Alors, je me souviens d'une campagne de communication exceptionnelle qui avait été menée avec des messages clairs et dans lesquels je permets aux jeunes de se projeter. Ça, c'était la première vague. Les jeunes se sont inscrits. L'année suivante, j'ai montré des modèles, des jeunes qui sont passés par là, qui disaient « Je suis passé par là et voilà ce que j'ai gagné. J'ai gagné un métier, j'ai appris aujourd'hui, je sors avec un grade. » Ça veut dire que lorsqu'on veut, on peut. C'est-à-dire que lorsqu'on priorise un sujet, on y arrive quand même. Vous avez parlé de leadership royal. Absolument. Le leadership royal, aujourd'hui, c'est ce qui guide le pays. Par contre, on a besoin de leadership à tous les niveaux, de l'exécution de cette vision royale. Si je n'ai pas de vrai leadership qui porte cette vision royale et qui sait l'opérationnaliser, je ne peux pas y arriver. Sa Majesté a donné on va dire des directives qui sont très claires par rapport aux femmes et aux jeunes. Ça mouline toujours au niveau de l'exécution. On n'y arrive pas. Pourquoi? Parce que c'est cette volonté politique réelle, genuine, réelle, c'est-à-dire authentique, qui manque, et donc elle ne met jamais en place les mécanismes nécessaires pour transformer une ambition à une réalité qui peut être perfectionnée. C'est-à-dire qu'on ne peut pas passer du 0 à 10 d'un coup, mais il faut qu'on mette les bases et puis qu'on puisse s'améliorer en avançant. C'est juste pour être juste, parce qu'on parle beaucoup de partis politiques et pour ne pas les accabler. Je vous invite juste de choisir n'importe quel parti politique et aller voir les organisations de sa jeunesse. Et vous allez voir une jeunesse qui sait prendre la parole, qui parle, qui connaît les institutions de ce pays. Donc, c'est pourquoi il faut faire, à un moment donné, il faut raison garder, regarder les choses. Moi, je suis d'accord avec vous qu'il faut changer les élites. Mais la condition de ce changement, pour moi, elle passe d'abord par les femmes et la jeunesse. C'est très important. Parce que vous pouvez changer tout ce que vous voulez, parce que la politique, c'est une question de symbole. Si on ne met pas des femmes dans les postes très importants, c'est comme si on n'a rien fait. Je vais vous donner même un exemple. Ah, il y a un problème qui dérange dans votre... Il y a un problème qui dérange. Je sais que vous allez réagir. Je vais vous mettre les femmes. On ne met pas les femmes. Les femmes, elles arrivent. Je ne sais pas si vous pensez à ça. Si je le dis, parce que c'est le combat de ma vie. Je sais, ce discours, moi, je l'ai croisé. Il y a une dame qui avait démissionné de la deuxième chambre, de la chambre des conseillers. Oui, et ça a créé une jurisprudence. Ça a créé une jurisprudence. Oui, mais elle n'avait pas demandé à être là. Oui, mais ça crée une jurisprudence. Et la jurisprudence, c'est quoi? La réflexion que très peu de commentateurs, et on est pratiquement le seul pays au monde à avoir cette jurisprudence, c'est que le législateur, pour la première fois, dans une belle démonstration, a exigé qu'on cherche... Vous parlez de la ressocia. La ressocia. C'est très important. Voilà comment une société change. Voilà. Et quand je dis les femmes, regardez la décision du chef du gouvernement de ne plus continuer. Elle n'aura de sens que si demain ce parti aura la présence d'esprit d'aller chercher quelqu'un pour montrer sa capacité d'innover, de renouveler et de ne pas
et de sortir du piège des mécanismes d'autrefois. C'est ça le plus important. C'est l'acte qui va suivre qui va déterminer le reste. Dans une configuration normale, le parti n'est pas censé aller chercher quelqu'un. Le quelqu'un doit être prêt. Les quelqu'un potentiels doivent être prêts parce que théoriquement, il doit y avoir une machine partisane qui tous les jours travaille pour préparer la relève aux différents niveaux de la prise de décision dans un parti politique. Et donc, on n'a pas besoin... Il y a une nuance, une petite différence avec vous, parce que moi, je sais que le marketing ne marche pas en politique. Parce que la politique, c'est quelque chose qui n'a rien à voir avec tout ça. Et souvent, quand il y a une mise en mouvement d'une société, il y a des hommes et des femmes qui se révèlent, qu'on ne connaît même pas, qui sortent. Absolument. Toute l'histoire de ce pays n'a été que comme ça. Le marketing, c'est pas pour attirer des gens, le marketing, c'est pour attirer des votants. C'est ça ce qu'on appelle la dynamique politique. Absolument. La dynamique politique, elle échappe à tous ces genres de choses. Ce qui s'est passé actuellement au Maroc avec cette fête populaire que connaît le Maroc, il va y avoir un déclic, ça va faire un déclic, ça va nous pousser à aller vers autre chose, il va s'imposer, et il va imposer sa logique. C'est comme ça la politique à un moment donné. Quand il y avait cette génération, la génération Z, moi j'ai vu l'émergence de jeunes filles et garçons qui étaient extraordinaires. J'ai retrouvé certains dans certains partis politiques, je ne vais pas les citer, mais c'est ça qui est important. C'est pourquoi moi je dis toujours, pour résumer ma pensée réellement, je suis convaincu qu'il y a un Maroc qui vient. Il est en train de venir dans tous les domaines, celui de l'égalité, de l'inclusion, de la démocratie, des institutions. Mais il y a un Maroc qui refuse de s'en aller, celui de la rente, celui de Baksahbi, celui des choses qui ne veulent pas ce changement. On est dans cette séquence et nous avons besoin de la volonté de chacun. Les partis politiques, il faut croire que la résistance des seconds est plus forte que la poussée des premiers. Eh bien, moi, j'en suis persuadé que c'est les premiers qui vont gagner, parce que c'est l'enseignement de l'histoire. Mais on l'espère, c'est une question de temps. Vous me rappelez, et c'est réel, je ne citerai pas qui, mais quelqu'un dans un parti politique m'avait dit un jour علاش بغيتيني نمشي والله ما قلعتيني من هنا لا تقلعت. Je pense que la personne se reconnaîtra, mais c'est une manière, c'était sa manière à lui de nous dire battez-vous pour avoir accès aux instances dirigeantes. Mais ça cristallise aussi une pensée de dire que tant que je suis là, je reste là. Et donc, encore une fois, je reviens à ce que je disais tout à l'heure, c'est le leadership, c'est aussi la capacité à créer la relève, la capacité à transmettre et faire évoluer d'autres personnes to the next level, au niveau suivant, pour qu'on puisse créer cette chaîne-là. C'est un cercle vertueux. Un parti politique est censé être un cercle vertueux qui est porté par un projet de société, par des principes, par une idéologie. Et la finalité, effectivement, vous parlez de bien public, mais la finalité, c'est implémenter un projet de société auquel ce parti croit. Il ne faut pas oublier ça. Une association, une ONG, travaille pour le bien public. Mais un parti politique est censé avoir un projet de société pour lequel il se bat, il milite, ça se manifeste parfois avec les programmes. Tous les partis ne le font pas de la même manière et avec autant de sérieux et de profondeur, mais in fine, c'est pour ça qu'un parti politique est créé. C'est pour mettre en œuvre son idéologie, son projet de société. Or, on s'éloigne totalement de cela, on est en train de le voir, et puis ce ne sont que ces différentes générations, les contributions différentes et complémentaires des différentes générations qui peuvent y arriver. Or, aujourd'hui, si on n'a pas les jeunes autour de la table, vous disiez tout à l'heure, mettons les jeunes dans les collectivités et laissons le Parlement pour les moins jeunes, je ne suis pas d'accord. C'est une option, mais à mon avis, c'est les deux qui doivent... J'ai besoin d'avoir les jeunes autour de la table, dans des différentes sphères de décision, pour que toutes les franges de la population soient représentées. 34% de la population de ce pays, c'est des jeunes. Je ne comprends pas, je ne sais pas, je ne vois pas comment on peut légiférer de manière qui répond à leurs attentes et au Maroc de demain dans lequel ils vont vivre et évoluer, sans les avoir autour de la table, sans les écouter, comprendre leurs aspirations et comprendre comment est-ce qu'ils vont... Mais participatives en les ayant autour de la table, pas en les appelant dans le cadre de concertation. Il nous reste 2 minutes parce que le temps passe très vite, comme chacun sait. Je voudrais vous poser une question que je n'avais pas forcément prévue, mais qui vient dans le feu des questions et des réponses. Dans plusieurs pays, des démocraties qui sont autour de nous, généralement c'est vers le nord ou au Sénégal, nous avons de nouveaux partis qui se créent.
Donc de nouvelles idées qui arrivent, de nouvelles figures qui arrivent, de nouvelles approches qui arrivent, de nouvelles manières de faire qui arrivent, un nouveau dynamisme qui arrive. Et ces partis, changent la donne. Ou alors prennent le pouvoir carrément comme en France, par exemple, la République En Marche, avec un jeune homme de 39 ans qui s'appelait Macron et qui s'appelle toujours président Macron. Est-ce que vous pensez qu'avec ce changement sur la création des partis politiques, on pourrait avoir des jeunes, justement, Khadija Drissi, justement, Mohamed Abdi, des jeunes qui se disent, bon, on va laisser tout ça, on n'est pas d'accord, on va aller créer notre parti. Je n'ai pas encore entendu ça depuis qu'il y a eu cette décision au niveau du Conseil des ministres, depuis qu'il y a eu cette législation rapidement, en moins d'une minute, Aziz, on l'a dit tout à l'heure. En guise de conclusion. Cette dynamique que connaît le Maroc va imposer une logique. Et dans cette logique, il peut y avoir l'émergence de tout, du meilleur comme du pire. Et j'espère, moi, et je milite et je me bats pour que ça soit le meilleur. Et les conditions au Maroc sont réunies pour que ça soit toujours meilleur. Ce déclic, cette dynamique qu'on connaît, cette grande fête populaire, elle va nous imposer un grand changement et un vrai changement. Le déclic. Khadija Drissi, pour conclure, dernier mot de la fin. Pour pouvoir continuer dans cette logique-là, de cette logique d'optimisme, oui, c'est ce qu'on attend, c'est ce qu'on est censé avoir. On est censé voir l'émergence de... Alors, je ne sais pas si les jeunes vont s'exprimer dans le cadre de partis politiques, et c'est aussi une question de fond qu'il va falloir se poser. Mais ce qui est clair, c'est que les jeunes se mettent ensemble, se constituent dans des groupements dans lesquels ils vont défendre des idées, ils vont débattre de sujets. Et donc, tout le génie des partis politiques actuels, c'est de pouvoir aller chercher ces jeunes-là, absolument, et pouvoir les récupérer. Il y a des initiatives de 2 partis qui ont été de créer des instances parallèles aux partis politiques. Je ne parle pas des jeunesses, parce que dès lors que tu rentres dans la jeunesse, tu as déjà accepté de faire partie d'un parti politique. Donc il y a une certaine maturité, il y a ce déclic qui a été opéré. Mais d'autres partis politiques ont créé des instances parallèles qui ne font pas partie du parti et qui sont utilisées comme tremplin pour accueillir d'abord ces jeunes, les imprégner, les convaincre, les mobiliser et par la suite les transférer. Je pense qu'on a besoin de partis courageux, intelligents et suffisamment entreprenants dans l'action pour aller chercher ces jeunes-là, les intégrer et en faire la machine du changement qu'on souhaite voir dans notre pays. Un sujet qui nécessite encore beaucoup d'heures, de jours, de mois de discussion, parce qu'il y a énormément à dire là-dessus. Khadija Drissi, merci d'avoir été avec nous. Mohamed Abdi, merci aussi d'avoir été avec nous. Merci de nous avoir suivis et à la semaine prochaine.